RCF Charente. Le sens de l'éco. Une formation à l'économie, à la lumière des valeurs sociales chrétiennes, proposée par Philippe Senot, professeur agrégé d'économie, et Jean-Louis Ney, journaliste. Aujourd'hui, la fixation des prix. Le sens de l'éco. Les prix, on l'a vu dans les précédents épisodes, sont un des outils essentiels de l'offre et de la demande. Ils baissent quand l'offre est trop abondante, ils montent quand l'offre est rare. Mais au-delà de ce constat, comment se forment les prix ? Alors, la première réponse à laquelle on pense, c'est le prix, c'est le prix de revient, la matière première, les salaires, la marge, parce qu'il faut un petit bénéfice pour pouvoir réinvestir, et puis les taxes. Mais Philippe Senot, est-ce que les prix peuvent se former d'une autre façon ? Alors oui, les prix peuvent se fixer de plusieurs façons. Ça, on va peut-être après détailler en fonction des différents types de présence sur le marché, monopolistique ou pas. Mais d'une manière générale, d'abord, le prix, effectivement, c'est le coût de revient. Alors, il y a un calcul mathématique simple que fait toute entreprise. Une entreprise calcule ce qu'on appelle le coût moyen, c'est-à-dire il regarde le coût total, les machines, l'investissement, les salaires, les cotisations, les impôts, et il divise par le nombre de produits à produire. Donc, il a le coût moyen. Tant qu'il peut faire un prix, on verra est-ce qu'il peut le faire ou pas, mais tant que le prix est supérieur à ce coût moyen, il va le fabriquer. C'est-à-dire que le prix va permettre déjà de fixer le montant de production à faire. Et à partir de là, il y a aussi la notion de coût marginal, c'est-à-dire que le coût à chaque fois va diminuer, le coût moyen normalement diminue quand la production augmente jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire l'économie d'échelle, à un certain moment, vous êtes à fabriquer 10 produits, vous pouvez utiliser la même machine, mais pour fabriquer un 11e produit, il faut une machine supplémentaire. Donc le coût marginal du dernier produit peut augmenter beaucoup. Donc l'entreprise a deux règles économiques. Produire tant que le prix peut être supérieur au coût moyen, ça veut dire qu'il fait un bénéfice, mais dès que le prix est égal au coût marginal, il faut s'arrêter. C'est-à-dire il s'arrête à la production où le prix est égal au coût marginal. Parce qu'au-delà de ça, il perd. Il perd de l'argent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est en faillite, mais il va commencer à ne pas faire le bénéfice maximum. Donc, c'est simplement une réponse cohérente, économique, scientifique de l'économie. Ce que vous me décrivez là fonctionne pour les biens matériels, mais pour les biens immatériels, ça marche moins. Par exemple, pour les logiciels, il n'y a pas de coût marginal, puisque une fois que vous avez fait le logiciel, il y a un coût, j'allais dire, d'investissement au départ. Mais plus vous en vendez, les derniers que vous vendez, ils ne vous coûtent rien. Oui, sauf qu'à un certain moment, si vous vendez que ce produit-là, vous vous rendez compte qu'il va manquer quelque chose et qu'il va falloir améliorer ce logiciel. Et donc, dans ce cas-là, il va vous obliger à faire un investissement dans une recherche qui va devoir entraîner un coût marginal supplémentaire. Donc, il vaudrait mieux s'arrêter au premier logiciel avec ce prix-là et lancer un nouveau produit avec un autre coût. C'est la stratégie qu'ont les grands groupes quand ils font des nouvelles versions. Par exemple. Parce que c'est un nouveau logiciel, la nouvelle version, donc ils font repayer à ceux qui ont déjà payé éventuellement. Alors c'est aussi une technique mercatique, c'est-à-dire à partir du moment où c'est neuf, c'est nouveau, ça peut attirer de clients. Il suffit de voir que la publicité le montre, l'utilise, même si en fait il n'y a pas grand-chose de plus. À quel moment est-ce que le producteur fixe ses prix ? Avant de lancer son produit, il fait le calcul avant ou comment ça marche ? À quel moment est-ce qu'il intervient ? Alors la plupart du temps, il faut qu'il le fasse au départ, c'est-à-dire qu'il fait quand même une étude de son produit, un plan mercatique. Il va regarder ce que ça lui coûterait, le prix des matières premières, les personnels qu'il va devoir embaucher, qu'il va devoir payer, les taxes qu'il devra payer. Bon, donc ça, après, c'est simplement une ligne budgétaire et il va fixer à partir de là le prix minimum. Et il va regarder à ce moment-là une question, est-ce que je peux rentrer sur le marché, moi, actuellement, avec ce prix ? Et il va se rendre compte que parfois non, il ne peut pas, parce qu'il y a des personnes qui ont une situation déjà de rentabilité et ont des coûts moyens inférieurs, parce qu'ils ont amorti notamment leur machine. N'oubliez pas que quelqu'un qui se lance a d'abord un coût d'amortissement de machine très élevé. Dans ce cas-là, il va être suffisamment intelligent normalement pour renoncer.
se dire, il faut que je fasse autre chose. Je ne peux pas rentrer sur le marché. Mon ticket d'entrée sur le marché est trop coûteux. Et notamment en termes de publicité, pour me faire connaître la marque. Donc ça, c'est première chose. Et il peut faire le calcul. Et puis, s'il voit qu'il peut rentrer sur le marché, après, ça va dépendre du type de fonctionnement de ce marché. Est-il en situation d'oligopole, de concurrence pure et parfaite, ou est-ce qu'il va même pouvoir viser un monopole à condition d'apporter quelque chose ? Alors, puisque vous me parlez d'oligopole et de monopole, est-ce que vous pouvez me donner la définition de ces deux termes-là pour qu'on comprenne bien de quoi on parle ? Alors, monopole, c'est mono, ça veut dire tout seul. Donc, quelqu'un qui est tout seul, par définition, a une liberté. Ça ne veut pas dire qu'il fixe le prix qu'il veut. C'est-à-dire qu'il va fixer le prix jusqu'au moment où il se rend compte qu'un prix supplémentaire va entraîner une baisse de la consommation. Donc, il y a un calcul tout simple qui peut se voir. C'est jusqu'où je peux aller dans le prix. Alors, la tendance quand même, c'est qu'une personne en monopole va fixer un prix plus élevé que s'il était en concurrence. Mais il ne faut pas croire qu'il fixe n'importe quoi. Il va fixer un prix qui est objectivement rationnel, parce qu'à un certain moment, il aura peut-être un peu plus de profit en vendant, mais il vendra moins, et dans ce cas-là, il perd en bénéfice total. Donc là, il a un avantage. S'il est en situation d'oligopole, oli, c'est ils sont quelques-uns. Alors là, la grande tendance, quand il y a quelques-uns, c'est qu'ils ont souvent les mains liées. C'est-à-dire que leur objectif logique, c'est de s'entendre. Alors normalement, on n'a pas le droit, d'après la loi, mais on sait très bien que les ententes, elles se font comme ça. Il y a un procès de temps en temps avec des amendes spectaculaires, mais... Voilà. Mais il suffit de voir, par exemple, moi je vois dans mon village, il y a 2 boulangers, le prix du pain, il est libre maintenant. Ils ont absolument les mêmes prix de pain, les mêmes prix de pâtisserie, parce qu'ils savent que si l'un faisait le petit malin à casser les prix sur les pains au chocolat, l'autre ferait pareil pour suivre et l'autre rebaisserait et ils s'y perdraient tous. Donc l'oligopole a tendance à entraîner souvent des ententes sur les marchés, qui produit tel jour, qui est ouvert tel jour, et l'entente sur les prix. C'est interdit, mais on sait que c'est de bonne guerre, ça se fait. Et puis, il y a la concurrence pure et parfaite. C'est l'idéal, normalement, dans le système capitaliste, où là, il y a simplement une volonté d'essayer de satisfaire au mieux le demandeur. Et là, les prix ont tendance à être plutôt très bas. Et là, l'objectif du producteur, c'est de vendre beaucoup, puisque les marges sont faibles, et d'assurer par la masse un profit suffisant. Alors, moi, dans mes souvenirs, il me semblait me souvenir que les monopoles se constituaient parce que petit à petit, un des acteurs était plus malin que les autres et éliminait tous ses concurrents. Mais on s'aperçoit dans l'économie moderne qu'il y a des quasi-monopoles. On voit Google, on voit Amazon, c'est des oligopoles, mais tout proche du monopole, qui se constituent tout simplement parce que le ticket d'entrée est trop élevé. Alors, ma question est... Est-ce que le ticket d'entrée est un facteur de constitution de monopole ? Oui, tout à fait. Mais le monopole, là, pour les exemples que vous avez cités, c'est lié simplement à quelqu'un qui a inventé. C'est-à-dire que la première situation objective du monopole, c'est d'être le premier à proposer quelque chose. Et par définition, tout inventeur est d'abord dans une situation monopolistique. Parce qu'il est seul. Oui. Voilà, c'est là où il fait beaucoup de profit. C'est ce que dit Schumpeter, où c'est un aventurier des temps modernes, celui qui invente. Et l'entrepreneur, il se rémunère en ayant eu le courage d'inventer quelque chose qui peut rater, où il perd de l'argent. Mais s'il en gagne, il est en situation de monopole. Et donc, tant mieux. C'est simplement le résultat de prise de risque. Le sens de l'écho, Philippe Senot, Jean-Louis Ney, RCF Charente. Je voudrais en revenir à la fixation des prix. J'ai lu, je ne sais plus dans quelle revue, une notion de target price, c'est-à-dire de prix d'objectif. Est-ce qu'on peut inverser d'une certaine façon les facteurs et pas se poser la question quel est mon coût de revient, etc. Mais à quel prix je veux créer quel produit et à partir de là, quelle va être ma démarche de producteur ? C'est vraiment la grande tendance maintenant de beaucoup d'entreprises. Le target price, c'est-à-dire d'essayer de voir... Alors, c'est 2 choses. C'est jouer après sur les composantes du prix. C'est-à-dire qu'ils vont... il y a d'ailleurs un métier qui s'appelle acheteur. C'est-à-dire ce sont des représentants qui vont chercher à obtenir des prix beaucoup plus bas sur les matières premières, sur le bois, etc. Si on fait de la menuiserie, etc. Et donc... Pour atteindre le prix qu'on s'est fixé, il faut qu'on trouve des produits moins chers, voire de la main-d'œuvre moins chère. Dans ce cas-là, on se délocalise.
On va faire une partie de la production à l'étranger. Et puis après, ça va être la stratégie mercatique. C'est-à-dire, à partir du moment où on veut se fixer tel prix, est-ce que je vais me baser sur ce qu'on appelle l'effet de démonstration, c'est-à-dire avoir une clientèle qui est prête à payer plus parce qu'on va valoriser le fait que vous allez être différent des autres et ça va être votre statut social d'avoir ce produit. Dans ce cas-là, on est libre de fixer un prix plus élevé. Ou est-ce qu'au contraire, on veut viser, parce que le prix, c'est une production de masse, parce que notre produit correspond plus à ça, dans ce cas-là, on part sur l'idée d'avoir un prix bas et dans ce cas-là, de surtout vendre beaucoup, d'inonder le marché. Donc, dans la politique de prix d'une entreprise, il y a une énorme part de stratégie. Complètement. Complètement. Maintenant, le prix, c'est une véritable stratégie. Les prix d'appel, c'est par exemple une stratégie. Oui. Faire un prix très bas, voir où on ne gagne même pas d'argent sur un produit pour que les gens l'achètent. On sait très bien, par exemple, que dans les lessives et autres, vous avez comme ça quantité de marques, mais en fait, c'est les mêmes entreprises. Et simplement, le fait qu'ils voient un produit de lessive 2 € moins cher que celui d'à côté, ils ont l'impression de faire une affaire, alors que c'est la même entreprise. Ils ont fait des produits qui ne vendent pas, mais ils s'en foutent, à la limite, paradoxalement. Ce qu'ils veulent, c'est tromper, entre guillemets, le client qui a l'impression d'avoir le choix alors qu'il ne l'a pas. Qu'est-ce que vous pensez des marques distributeurs, par exemple? Quelle est la stratégie des marques distributeurs où vous allez avoir un produit qui est le même que le produit de marque, mais sans la marque? C'est quoi la logique économique? La logique économique, c'est d'avoir des produits moins chers. Et dans ce cas-là, ils achètent une grosse quantité. C'est-à-dire quand ils vont voir une fabrication de camembert et qu'ils veulent que ce soit le produit de la distribution, et simplement, là, ils vont se positionner pour acheter 20 000 camemberts toutes les semaines. Et c'est autre chose que le petit vendeur qui va en acheter 5 ou 10 pour son petit commerce. Donc, à partir de là, c'est très rare que l'entreprise refuse parce qu'elle a tout d'un coup un débouché. Ils font moins d'affaires, c'est vrai, mais avec la grande surface, ils vont plutôt accepter quand même parce qu'ils font un petit bénéfice, mais vu la quantité qui est suffisant, qui est rentable pour eux, alors que leur produit sera vendu pas sous leur nom. Est-ce que dans ce cas-là, je vais mettre un petit bémol, est-ce que la quantité est le seul facteur? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de transférer sur le distributeur les frais de mise en commercialisation et surtout de marketing? Parce que du coup, j'élimine ces frais, moi, puisque je vends au distributeur. C'est plus mon problème de vendre ma marque. À peine. Moi, j'ai vu dans des coopératives laitières qui fabriquent des camemberts, qui est le produit de mon département, l'Orne. J'ai été voir la fabrication où on voit que c'est exactement la même fabrication, les mêmes personnes, simplement ils mettent à un bon moment une autre étiquette. Oui, mais ils n'ont pas de dépenses de publicité, donc ils réduisent leur coût de revient. Oui, mais je ne pense pas que ce soit ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de trouver quand même un distributeur qui leur achète des grosses quantités. C'est-à-dire, eux, ça leur assure de toute façon un débouché. Et s'ils refusent, à ce moment-là, ils sont bloqués au niveau du produit. Je m'entête dans ma question, cette fois-ci en passant à l'industrie du luxe. Quelle est la logique parce que du coup, là, c'est la marque qui va compter, ou en tout cas l'image qu'on va... Quelle est la logique de formation du prix dans l'industrie du luxe? La logique du prix, elle est relativement simple. C'est l'inverse. C'est-à-dire que, par définition, il faut que je calcule jusqu'à quel montant quelqu'un est prêt à payer pour se démarquer des autres. Et à partir de là, ça se calcule très facilement, par une observation. Et à partir de là, on a une liberté absolue d'aller jusqu'à ce seuil psychologique. Et l'industrie du luxe a cet énorme avantage de pouvoir après être indépendants de la concurrence, puisque les gens, ils achètent une marque, ils achètent rien d'autre, ils achètent un renom. C'est valable, je vous dis, dans l'automobile de luxe, c'est valable dans les sacs à main. Bon, vous connaissez ces grandes entreprises. Alors moi-même, je suis de Charente, et donc c'est valable dans les eaux de vie, dans le cognac et des choses comme ça. Donc on peut dire que dans l'industrie du luxe, la formation des prix s'affranchit du coût de revient. Complètement. En tout cas, en grande partie. Il ne faut pas dire non plus le contraire. Le coût de revient est un minimum. Mais par contre, ça ne bloque absolument pas l'échelle. Alors, du coup, ça me permet de revenir à la formation du prix.
qu'est-ce qu'on doit inclure dedans? J'imagine que tous les frais de publicité, et alors là, dans l'industrie du luxe, ça représente un gros pourcentage du prix de revient. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu quelles sont les grandes composantes d'un prix de revient? Le prix de revient, c'est d'abord les matières premières, la base du produit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en met dedans, ça va être le verre, l'emballage, le cartonnage, et puis le produit en lui-même. Donc ça, c'est le premier point. Après, il y a toutes les dépenses de personnel. Et ça, c'est souvent la grosse part maintenant, c'est-à-dire les salaires, les cotisations, et les cotisations, bien sûr, à l'administration, à l'URSSAF, à la sécurité sociale et autres. Vous avez ensuite, par définition, les frais de back-office, c'est-à-dire l'assurance, le placement, la recherche de liquidité pour faire les fins de mois, les taux d'intérêt, les frais financiers. Donc, il y a toute une série de frais comme ça. Vous avez après tous les frais commerciaux en tant que tels, c'est-à-dire l'étude de marché, la publicité, la mercatique, la promotion des ventes. À chaque fois, ce sont des choses différentes, mais qui se rajoutent. Et vous avez comme ça la base minimum du prix. Logistique pour le transport. Voilà, tout à fait. Ça fait partie de la mercatique. Et à partir de là, vous avez ce qu'on peut qualifier de prix de revient minimum et qui va fixer, encore une fois, le coût moyen pour le fabriquer. Dans une entreprise qui fabrique plusieurs produits, il y a ce qu'on appelle les frais généraux. Est-ce qu'il y a des techniques pour ventiler les frais généraux, pour les affecter au coût de revient de tel ou tel produit? On peut. Après, c'est des analyses comptables. On peut faire de la comptabilité analytique. On peut faire point par point ces différents éléments. Après, c'est des choix. C'est des choix techniques. Objectivement, j'ai jamais reconnu qu'il y en avait un plus important qu'un autre. Ça va dépendre après du produit. Ça va dépendre un peu du secteur, hein. Mais oui, on peut affiner après ce coût, hein, tout à fait, pour justement éliminer peut-être la fabrication d'un produit où il y aurait des frais généraux trop élevés sur tel domaine. C'est une époque un peu révolue, mais on l'a vu réapparaître au moment des masques et du manque de masques. On a eu une période de prix administré, c'est-à-dire on a connu, enfin pour ceux qui ont plus de 20 ans ou peut-être plus de 40 ou 50, le prix de la baguette qui était fixé au niveau de la préfecture. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces prix administrés ? Alors, le principe général, c'est que le capitalisme n'aime pas les prix administrés, puisque ça touche la liberté d'entreprendre. Et on a remarqué que ça compliquait les initiatives privées et même le progrès technique et la recherche. Donc ça, c'est le principe général. À partir de là, le prix administré n'est pas stupide en soi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le prix doit être administré, soit réglementé d'une manière globale, soit bloqué pour des questions qui peuvent être stratégiques. On ne veut pas qu'on consomme tel produit pour des raisons d'indépendance militaire, par exemple, ou simplement maintenant pour lutter contre la pollution. Donc on va interdire ou on va limiter, on va taxer un produit. Dans ce cas-là, le prix sera complètement différent. Et puis, on peut aussi l'administrer pour assurer une sécurité pour les revenus les plus faibles. C'est-à-dire que ça a été le cas au lendemain de la guerre, où on a fait sur beaucoup de produits alimentaires des produits administrés qui peuvent aller jusqu'au loyer. Les loyers étaient bloqués. Et on le revoit de manière récente. Voilà, on en revient. Là, l'objectif, il est social. Bon, ça fait partie des stratégies de l'État dans l'angle de peut-être redistribution des revenus, de la protection des plus faibles. Mais d'une manière générale, le prix administré n'est jamais un bien et la plupart des administrations qui ont administré des prix ont tendance à les libéraliser peu de temps après. Si on s'intéresse à l'exemple des loyers, effectivement, on s'aperçoit que, effectivement, en plafonnant les loyers, on va peut-être rendre les appartements plus accessibles, mais qu'en même temps, on va réduire l'offre. On bloque le marché. Et ça s'est fait dans les années 50, où on s'est rendu compte qu'on a bloqué la loi de 48, qui a bloqué les loyers. Ça a été une crise de logement terrible. Je pense que beaucoup d'anciens, moi je vois mes propres parents, ont vécu chez leurs parents et tous ceux qu'on connaissait, c'était ça. Il y avait une véritable crise du logement parce qu'on n'a pas construit, c'était pas rentable pour le propriétaire après louer. Donc on voit bien qu'il y a un aspect sympathique au départ, volonté sociale de faire des loyers accessibles et autres, mais il y a des aspects pervers qui vont se retourner contre les gens. Donc là aussi, l'économie, c'est malheureusement quelque chose aussi d'objectif, de scientifique. Il faut faire très attention. Le social pour le social ne correspond à rien.
Ça nous amène à une autre fonction des prix. Là, on s'était intéressé à la formation des prix, mais les prix, ils ont aussi, dans l'économie libérale, une fonction de régulation du marché. Je ne sais pas si vous pouvez développer sur ce point. À savoir, est-ce que un des rôles du prix, c'est d'une certaine façon d'assurer l'équilibre de la balance entre l'offre et la demande? Oui, c'est l'objectif. De toute façon, le prix, il est souple. Donc normalement, en théorie capitaliste libérale absolue, le prix, il évolue en fonction de l'offre et la demande. Donc il va diminuer ou augmenter si l'offre ou la demande est différente. Donc c'est vrai que le prix assure l'équilibre. Bon, ça c'est le principe. Maintenant, on a bien vu que ce n'était pas toujours le cas. Donc c'est pour ça que l'État intervient en disant attention, l'équilibre que vous atteignez n'est pas un équilibre sain, vous avez quelque chose qui peut s'avérer négatif. C'est ce qu'on appelle les économies d'échelle négatives ou les effets pervers. C'est-à-dire que vous pouvez avoir à un moment, c'est le cas par exemple du pétrole, prenez l'exemple. Le pétrole actuellement, objectivement, n'est pas cher. Le prix du baril n'est pas cher. Il faudrait faire au contraire du chauffage au pétrole. Bon, on sait qu'à long terme, c'est pas raisonnable, puisque c'est des bords polluants, et puis le prix peut augmenter. On a vu ce que c'était qu'un choc pétrolier. Donc le rôle de l'État, là, va être d'intervenir en disant « Attention, le prix du pétrole est bas, mais je vais taxer de telle manière les choses ou interdire carrément, c'est le cas de certaines chaudières qu'on ne peut plus changer, au gaz ou au pétrole, parce que moi je pense à l'avenir, alors que si vous regardez que le prix, il peut regarder que le court terme. » Alors ça nous amène à évoquer un point qui est la fixation des prix, non pas des produits industriels, mais des matières premières ou des matières agricoles. On voit que les pays producteurs de pétrole, eux, ils font des ententes au grand jour, puisqu'ils décident de baisser la production pour faire monter les prix ou de l'augmenter au contraire pour la faire baisser. Est-ce qu'il y a un côté, j'allais dire, logique libérale et capitaliste là-dedans ou pas ? C'est la logique du cartel qu'on a abordé dès le départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes quelques producteurs de pétrole, vous êtes un cartel et vous avez intérêt à vous entendre. Si vous entendez pas, on voit bien que dès que quelqu'un veut faire le malin et baisse le prix du pétrole, tous les autres réagissent et vont faire une telle pression qu'il est obligé de réintégrer le groupe. Donc ça, c'est le principe. C'est pas l'idéal dans un régime capitaliste, mais à la limite, en termes de développement, c'est peut-être aussi une solution pour les pays les plus pauvres de s'entendre sur un minimum de prix. En tout cas, des prix qui soient économiquement suffisants pour leur développement. Et là, par contre, ça dépend, à mon avis, d'accords internationaux et d'une volonté politique des pays riches et des pays pauvres. Et c'est là où l'Église intervient, en réclamant justement une entente. Elle est très présente à l'OMC, je ne sais pas si les gens le savent, mais il y a un évêque présent qui représente le Vatican à l'Organisation mondiale du commerce et qui se bat bec et ongle là-dessus en exigeant les causes sociales, ce que défend la France d'ailleurs dans les causes sociales du commerce, ou de vouloir essayer à ce que l'on paye les prix des matières premières à un prix suffisamment valable pour le développement de ces pays. Il y a un évêque, donc, qui est... ça veut dire que les autorités politiques, y compris, je ne sais pas, chinoises, puisqu'ils font partie maintenant de l'OMC, acceptent la présence d'un religieux dans des instances comme l'OMC. Le Vatican est considéré comme un État. Ah, oui. Il représente le Vatican, c'est Monseigneur Martin, je crois, qui est représentant et qui dit des choses extrêmement intéressantes. De la même manière qu'au niveau européen, on écoute beaucoup la commission épiscopale qui s'appelle le COMES, la commission épiscopale des évêques de l'Europe, qui émettent beaucoup d'avis sur ce problème de la mondialisation et qui proposent notamment les fameuses 3G qui est repris par l'Église, c'est-à-dire d'une gouvernance mondiale sur la finance à partir du FMI. On voudrait un réglementaire FMI, régulation mondiale sur le commerce, l'OMC, où l'Église est présente, et une régulation mondiale qui apparaît à travers le Rio et ce qu'on appelle la conférence de Paris, mais qui n'existe pas encore. Il faudrait une gouvernance mondiale sur tout ce qui est environnement. Et là, l'Église propose que les États acceptent qu'il y ait une réglementation qui puisse donner un véritable droit sur l'eau, qui est un vrai problème pour l'avenir, le droit sur les pollutions, le droit sur les matières premières. Et là, c'est des petites choses qui avancent tout doucement. Alors, c'est lent, très lent, mais là, la voix de l'Église est très prophétique dans ce domaine, est très, très en avance. Et a obtenu des premiers résultats, notamment avec les taxations à l'échelle mondiale qui viennent d'être décidées. Qu'est-ce que dit l'Église de la spéculation sur les matières premières ?
C'est le problème général. Toute spéculation est par définition négative parce qu'il n'y a pas de morale. La spéculation, c'est que faire du profit tout de suite sur du court terme. Donc ça, par définition, la spéculation est condamnable en soi. Malheureusement, elle existera toujours. Donc elle existera en tout cas tant qu'on n'aura pas fixé des règles. Et ces règles, elles ne peuvent être traitées qu'au niveau international. C'est-à-dire que nous avons changé complètement de paradigme. Nous ne sommes plus maintenant des nations, nous sommes à l'échelle mondialisée. Alors que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, c'est une réalité. Le monde s'est rapproché. On ne peut plus être tout seul dans son domaine, même si on est une grande puissance. Même les États-Unis s'en rendent compte. Donc à partir de là, il faut qu'on accepte. Qu'est-ce qu'on va accepter, en fait, de fixer comme règle pour que ce soit un bien commun collectif? Alors après, chacun regarde son pays pour que je n'y perde pas trop, mais il y a aussi le fait qu'on se rend compte que parfois on y perdra tous. C'est le cas de la pollution, si on ne prend pas un minimum de décisions. Pareil pour le problème de l'immigration actuellement des travailleurs immigrés. On sait que de toute façon, il y aura cet afflux. Donc, est-ce qu'il ne faut pas être plus intelligent pour essayer de traiter ça au niveau international et de voir ce qu'on peut faire pour les maintenir sur place, par exemple, donc les aider à se développer? C'est pas simplement être généreux, c'est être intelligent pour soi-même. Mais à partir de là, on a un raisonnement qui est complètement différent. C'est le bien commun collectif qui est aussi un bien commun personnel. Et ça, c'est un discours de l'Église. Comme quoi, dans l'économie, tout se tient, puisque partant des prix, nous sommes rendus à la mondialisation, et si je comprends bien, à une Église qui défend une mondialisation, mais une mondialisation régulée. Contrôlée. Voilà, eh bien merci beaucoup. Dans notre prochain épisode, nous parlerons des impôts et des taxes.